Verdun, février 1916. Un champ de bataille où la terre elle-même est morte, transformée en boue sanglante, mélangée avec des morceaux d'hommes et de chevaux. 300 000 soldats vont mourir ici dans les 10 prochains mois, broyés par les obus et la mitraille, dans une bataille qui ne servira absolument à rien. Les obus tombent sans arrêt depuis des semaines. Le bruit est si fort que les hommes deviennent sourds avant d'être tués. La terre tremble jour et nuit, sans pause. La France de 1916, un pays qui a déjà perdu 1 million d'hommes depuis 1914 et qui va en sacrifier 300 000 de plus à Verdun pour zéro gain territorial. Cette histoire commence en 1894 dans un village de la Meuse, où un garçon apprend à labourer sans savoir que cette terre va le dévorer vivant 22 ans plus tard. Ceci est la vérité sur Verdun. Pas de gloire ni d'héroïsme, mais seulement la boue, la peur et la mort qui attend chaque homme comme un rendez-vous inévitable. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Écris en commentaire sur quel sujet tu veux la prochaine vidéo. Je crée ce contenu pour toi. Tu nais en 1894 dans un village de la Meuse qui s'appelle Souilly, le 5e enfant d'un fermier qui possède 8 hectares de terre, pauvre et ingrate. Ton père est un homme usé par le travail, qui se lève avant l'aube et se couche après le crépuscule, et qui gagne juste assez pour nourrir 9 personnes. Ta mère met au monde 11 enfants, dont 6 meurent avant 5 ans de diphtérie, de scarlatine ou simplement de faim pendant les années de mauvaise récolte. Vous vivez dans une maison de pierre avec un sol en terre battue où toute la famille dort dans la même chambre pour se tenir chaud pendant les hivers rudes. Enfant, tu apprends à travailler au champ dès l'âge de 6 ans, à mener les bœufs à semer le blé, à arracher les betteraves dans le gel de novembre. Tes mains deviennent calleuses avant même que tu saches lire. Ton dos se voûte à force de porter des sacs trop lourds pour ton âge et ta taille. Le curé du village t'enseigne à lire et écrire 3 heures par semaine. Juste assez pour lire la Bible et signer ton nom sur les papiers de la préfecture. Tu apprends que Dieu a voulu que les riches commandent et les pauvres obéissent, que ta place est dans les champs et que la souffrance mène au paradis après la mort. En 1914, quand la guerre éclate, tu as 20 ans. Tu travailles la ferme de ton père, tu es fiancé à Marie, la fille du boulanger, et tu vas te marier au printemps. Le 2 août 1914 arrive l'ordre de mobilisation. Un papier bleu qui te dit de te présenter à la caserne de Verdun dans 48 heures pour défendre la patrie. Tu dois abandonner les récoltes sur pied, laisser ton vieux père seul avec les bêtes et les champs, partir sans savoir si tu reviendras jamais dans ce village. Ton père dit que ce sera fini à Noël, comme toujours, que la France va battre les Prussiens et que tu rentreras couvert de gloire avec des médailles. Tu embrasses Marie qui pleure et te fait promettre de revenir pour le mariage. Et tu promets, sans savoir que tu ne la reverras jamais de ta vie entière. À la caserne, on te donne un uniforme bleu et rouge qui fait de toi une cible parfaite pour les mitrailleuses, un fusil Lebel et 3 jours d'instruction. Le sergent dit que le courage français va compenser l'artillerie allemande, que l'offensive et l'élan vont gagner la guerre en quelques semaines tout au plus. En août 1914, ton régiment marche vers l'Alsace. Et pendant 3 jours, tu marches sous le soleil avec 30 kilos sur le dos et les pieds qui saignent. La première bataille est un massacre absolu. Les mitrailleuses allemandes fauchent les rangs comme du blé. Et en 10 minutes, tu perds la moitié de tes camarades. Tu te jettes dans un fossé et restes là 6 heures pendant que les balles sifflent et que les hommes meurent en hurlant tout autour de toi. Quand la nuit tombe, tu rampes vers l'arrière à travers les cadavres de tes amis. Et tu comprends que tout ce qu'on t'a dit était un mensonge complet. En septembre, les 2 armées creusent des tranchées qui vont de la Suisse à la mer. Et tu apprends que tu vas vivre sous terre comme un rat. Ta tranchée est un trou de 2 mètres de profondeur avec de l'eau jusqu'aux chevilles et de la boue partout, où tu vis avec 50 hommes. Les parois s'effondrent régulièrement, ensevelissant ceux qui ne s'échappent pas assez vite. Et tu dois creuser avec tes mains pour dégager les hommes qui suffoquent. L'hiver 1914 est terrible. Tu as froid, faim et peur tout le temps. Tes pieds pourrissent dans tes bottes à cause de l'eau et tu perds 3 orteils au gel. Les rats sont partout, gros comme des chats. Ils mangent les cadavres qu'on ne peut pas enterrer et la nuit, ils te courent sur le visage pendant ton sommeil. Un soir, tu vois un rat arracher l'œil d'un blessé qui ne peut pas se défendre. Et depuis, tu dors avec ton fusil pour les chasser quand ils s'approchent. Tu manges du pain moisi et de la viande en conserve qui a goût de métal rouillé. Et tu bois du vin rouge qui est la seule chose qui te permet de tenir. Les poux infestent tes vêtements et te dévorent vivant jour et nuit. Tu te grattes jusqu'au sang, mais ils reviennent toujours. Et tout le monde a des plaies infectées. Chaque nuit, tu montes en première ligne pour surveiller le No Man's Land et tu restes là, dans le noir, à attendre que les Allemands attaquent ou qu'un obus tombe.
En 1915, tu participes à 3 offensives où ton régiment perd 2 tiers de ses hommes pour gagner quelques centaines de mètres de terrain boueux sans valeur. Ton meilleur ami Jacques meurt à côté de toi, touché à la gorge par un éclat d'obus, et tu le regardes se vider de son sang pendant 20 minutes. Tu apprends à dormir debout, appuyé contre la paroi, à pisser dans ta tranchée parce que sortir c'est mourir, à ne plus sentir l'odeur des cadavres qui pourrissent. En février 1916, les Allemands lancent l'offensive sur Verdun et ton régiment est envoyé en renfort. Tu montes dans un camion qui t'emmène vers l'enfer absolu. La route vers Verdun est sous le feu constant de l'artillerie lourde. Les camions brûlent les uns après les autres et tu vois des hommes sauter en flammes. Quand tu arrives à Verdun, tu découvres que ce n'est plus un champ de bataille, mais un paysage lunaire alien. La terre retournée 100 fois par les obus. Rien ne ressemble plus à ce que la Terre devrait être, c'est une étendue de boue liquide parsemée de trous d'eau et de débris humains qui dépassent. Il n'y a plus d'arbres, ni d'herbes, ni de maisons. Seulement de la boue et des cratères remplis d'eau où flottent des morceaux d'hommes en décomposition. Le bruit est constant et assourdissant, sans une seconde de pause. Les obus tombent toutes les 2 secondes, et après un jour, tu ne peux plus distinguer les explosions. Ta tranchée à Verdun est plus profonde et plus étroite encore. Un boyau de 2 mètres sous terre où tu peux à peine te tenir debout et où l'air manque. L'eau monte jusqu'aux genoux et tu restes debout jour et nuit parce qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et tes jambes deviennent raides comme du bois mort. Les cadavres sont partout, empilés dans les tranchées parce qu'on ne peut pas les enterrer sous le feu. Et tu marches dessus pour te déplacer sans y penser. Après 3 jours à Verdun, tu ne sens plus rien. Ni peur, ni dégoût, ni pitié. Tu es devenu une machine qui obéit aux ordres et qui attend passivement de mourir. Les Allemands attaquent avec des lance-flammes et tu vois des hommes brûlés vifs en hurlant pendant de longues minutes et l'odeur de chair brûlée te suit partout. Un soir, un obus de 210 tombe directement dans ta tranchée et tue 15 hommes d'un coup. Et tu passes la nuit couvert de sang et de morceaux de camarades. Tu développes l'obusite, tes mains tremblent sans arrêt, tu sursautes au moindre bruit, tu pisses sur toi quand les obus tombent et tu pleures sans raison. Les médecins militaires disent que c'est de la lâcheté et menacent de te fusiller pour désertion si tu refuses de retourner combattre dans l'enfer de feu. Le 18 mars, ton régiment reçoit l'ordre de reprendre une position perdue et vous attaquez à la baïonnette sous le feu des mitrailleuses qui fauchent les premiers rangs. La moitié tombe dans les 50 premiers mètres, tu cours en enjambant les corps de tes camarades et par miracle, tu arrives jusqu'à la tranchée allemande. Tu te bats au corps à corps avec un soldat allemand, tu le tues avec ta baïonnette et tu sens le fer qui entre dans son ventre et son sang chaud. Le sang coule sur tes mains et tu sens son dernier souffle sur ton visage. Et tu comprends que tu viens de commettre un meurtre de tes propres mains. Il meurt lentement en te regardant dans les yeux et en appelant sa mère dans sa langue. Et tu réalises qu'il a ton âge et qu'il ressemble à ton frère. Vous tenez la position 2 jours, puis les Allemands contre-attaquent avec des gaz et vous devez reculer en abandonnant vos morts et tout était pour rien. En avril, tu es blessé par un éclat d'obus dans la jambe gauche qui te déchire les muscles. On t'évacue sur une civière portée par 4 hommes dans la boue. Le trajet dure 6 heures sous le feu constant et 2 des brancardiers sont tués pendant le transport. Ton sang coule pendant qu'on reste immobile sous les obus. À l'hôpital de campagne, les médecins débordés te recousent sans anesthésie parce qu'il n'y en a plus. Et tu mords à un bout de bois pendant qu'ils extraient le métal. Tu passes 3 semaines à l'hôpital, puis on te déclare apte au service et on te renvoie au front. Ta blessure n'est pas assez grave pour mériter une permission. En mai, tu retournes à Verdun et découvres que ton régiment n'existe plus. Les 3/4 sont morts et les survivants dispersés dans d'autres unités inconnues. On t'affecte à un nouveau régiment avec des officiers qui ne connaissent pas Verdun et qui croient encore que le courage peut gagner contre l'artillerie moderne. Le 10 juin, tu apprends par lettre que Marie, ta fiancée, s'est mariée avec un homme réformé pour raison médicale. Elle ne pouvait pas attendre un mort en sursis. Tu comprends que ta vie d'avant est morte, comme toi tu vas mourir bientôt. Que le village et Marie et les rêves de mariage n'existent plus que dans ta mémoire. En juillet, la bataille de la Somme commence. Pour soulager Verdun, la pression diminue un peu, mais le carnage continue et les obus tombent toujours par milliers. Tu passes tout l'été dans les tranchées de Verdun, tu survis aux bombardements, aux assauts, aux gaz, aux maladies, et tu deviens un fantôme vivant qui marche. Tes cheveux deviennent gris à 22 ans, tes dents tombent du scorbut, ta peau est couverte de plaies qui ne guérissent jamais dans la saleté constante. En octobre, tu participes à la contre-offensive française qui reprend le fort de Douaumont et tu vois ce que les journaux appellent une victoire glorieuse de la France.
La victoire, c'est reprendre quelques kilomètres de boue qui ont coûté 150 000 morts français. Et le fort n'est plus qu'un tas de pierres sans valeur. En décembre, la bataille de Verdun se termine officiellement. Après 10 mois, les Français ont tenu. Mais 300 000 hommes sont morts pour 0 gain territorial. Tu es vivant par miracle pur et simple. Tu as survécu 10 mois d'enfer. Mais tu sais que tu n'es plus vraiment vivant, que quelque chose en toi est mort. On te donne une médaille militaire et 2 semaines de permission, et tu retournes au village de la Meuse, où personne ne peut comprendre ce que tu as vécu. Tes parents ont vieilli de 10 ans en 2 ans de guerre. Ton père ne te reconnaît pas tout de suite parce que tu es devenu un vieil homme à 22 ans. Tu ne peux pas raconter Verdun à tes parents. Les mots n'existent pas pour décrire l'enfer que tu as vécu. Alors tu restes silencieux et tu bois du vin. La nuit, tu te réveilles en hurlant parce que tu crois entendre les obus tomber. Et tu ne peux plus dormir dans un lit parce que tu as l'impression d'être enterré. Après 2 semaines de permission, on te renvoie au front sur le chemin des dames. Et tu comprends que la guerre va continuer jusqu'à ce que tous soient morts. En 1917 et 1918, tu survis encore à d'autres batailles et d'autres massacres organisés. Mais rien n'est jamais aussi terrible que Verdun, qui reste gravé dans ta chair. Quand l'armistice arrive le 11 novembre 1918, tu es dans une tranchée en Champagne. Et tu ne peux pas croire que c'est fini, que les obus ne vont plus tomber. Tu retournes au village en décembre 1918, tu as 24 ans et tu en parais 50. Tes mains tremblent toujours et tu ne supportes pas les bruits forts. Les enfants du village ont peur de toi et se cachent quand tu passes dans la rue. Ils appellent les anciens combattants les hommes aux yeux morts. Tu essaies de reprendre la ferme familiale, mais tu ne peux pas travailler la terre. Chaque fois que tu plantes ta bêche, tu revois la boue de Verdun et les cadavres. Tu te maries avec une veuve de guerre en 1920 par convenance, pas par amour. Et vous avez 2 enfants que tu n'arrives pas vraiment à aimer parce que ton cœur... Les années passent lentement et tu bois de plus en plus pour oublier Verdun. Mais tu n'oublies jamais. Chaque nuit, tu y retournes dans tes cauchemars et tu te réveilles. En 1936, tu meurs à 42 ans d'une cirrhose du foie, selon le médecin. Mais en réalité, tu es mort à Verdun en 1916 et ton corps a mis 20 ans. Sur ta tombe, on grave ton nom et les dates et les mots « Mort pour la France ». Mais personne ne grave la vérité, que tu as été sacrifié pour l'orgueil de généraux. Verdun n'était pas une victoire héroïque, mais un abattoir industriel où on a broyé 300 000 hommes pour ne rien gagner du tout. 0 mètre de terrain. Les généraux Joffre, Pétain et Nivelle ont reçu des médailles et des promotions pour avoir organisé ce massacre méthodique, pendant que toi, tu mourais dans la boue. Cette histoire est vraie. Des centaines de milliers d'hommes comme toi ont vécu cet enfer et sont morts dans la boue de Verdun pour rien. Absolument pour rien du tout. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux, non comme de héros glorieux, mais comme de victimes d'une guerre insensée qui les a dévorés vivants pour l'orgueil et l'incompétence. Le nom de Verdun est devenu synonyme de boucherie inutile dans toute l'Europe. Un symbole de ce que les hommes peuvent faire aux hommes au nom de la patrie. Aujourd'hui, on peut encore voir les cratères d'obus et les os qui ressortent de la terre à Verdun. La terre n'a jamais vraiment cicatrisé de cette blessure profonde et mortelle. Cette histoire doit être racontée encore et encore pour que jamais plus les hommes n'acceptent d'être menés comme des moutons à l'abattoir par des généraux assis dans des châteaux.